Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, tu vois, le Bassari a toujours raison. J'ai dit, hein, mon sixième sens ne m'a jamais trompé. Il me trompe rarement. Et le flair de journaliste ne m'a jamais quitté. J'ai ce flair. Et je suis riche d'as. Et je suis riche d'as. C'est-à-dire, je sens ça, j'ai ce flair-là. J'ai ce flair-là. J'ai dit et j'ai entonné que le lapsus là était du faux. C'était un soi-disant lapsus. Au fait, le gars voulait préparer les esprits. Il est allé, je crois, le jeudi, ou c'est le vendredi, dire à la face du monde que le problème est que on maintient encore Bazoum en otage. Je reprends. Fort va dire à la face du monde, et ou encore chez l'ennemi personnel du pouvoir nigérien, et lâcher que le président Bazoum est un otage. Cher frère, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et nous n'appartient pas seulement au président Alassane et moi-même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions
qui nous ont occupés aujourd'hui. Certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont. Et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que tel parti a raison, notre parti a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité et des populations qui vaguent librement à leurs occupations. Que nous reprenions le cours des événements. Nous sommes convaincus que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer à travailler, à discuter, à dialoguer. Parfois pour nous dire des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais nous devons continuer à parler. Parce que c'est notre raison d'être. Quand on parle de la CEDEAO des peuples, nous devons être en phase avec ces peuples-là. On peut avoir des malentendus momentanés, on peut avoir des désaccords, des différences d'appréciation. Mais l'objectif reste le même. La paix, la sécurité, la stabilité et surtout la fraternité. Donc nous nous sommes quittés quand même sur une note d'espoir en nous donnant rendez-vous dans les prochaines semaines pour essayer de trouver une solution. Merci Monsieur le Président pour vos avis qui vont m'aider moi aussi à continuer la mission qui m'a été confiée. Donc encore une fois merci et je ne sais pas quel Africain bien éduqué n'est pas tombé de sa chaise. Nous sommes tous tombés de nos chaises. Nous sommes tous tombés de nos chaises. D'autant plus que celui qui dit jouer le lien entre le Niger et les autres pays de la CEDEAO n'avait rien de quelqu'un de neutre. Au fait, il est arrivé à Abidjan pour préparer les esprits. Ils n'ont jamais rien fait au hasard. Et je vous dis, en politique, il n'y a pas de hasard. Tu prends un hôtel, tu descends au restaurant de l'hôtel pour déjeuner le matin. Et bizarrement, tu vois ton ennemi, homme politique aussi, assis dans le même restaurant. Toi, tu vas dire, non, c'est un hasard. Lui aussi, il cherchait un hôtel et il a choisi l'hôtel. C'est faux. Le hasard n'existe pas en politique. Mieux, on le crée. Quand vous n'avez plus de choix là, tu crées le hasard pour que vous vous rencontriez. Si tu veux lui faire du mal, ou tu veux négocier, ou tu veux faire quelque chose. C'est ici le lieu de dire à Chris Yapi que si il ne connaît pas le drame du Togo, il n'a qu'à la boucler. Le drame du Togo, là, seuls les Togolais peuvent le raconter. Sauf qu'ici, personne n'est prêt à raconter ce drame. Tout le monde a peur. Ici, j'ai voulu dire merci et des deux mains au professeur Franklin Nyamsi, qui disait, tu nais au Togo avec la peur. Tu grandis aussi avec la peur. Tu fais tout avec une peur. Le Togo est braqué. Le Togo est pris en otage depuis lors. Mais les Togolais font partie des peuples les plus torturés au monde. La torture au Togo est physique. Si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous faites une petite enquête, même d'une heure, pour avoir des vidéos d'exaction sur les Togolais, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Il n'y a pas beaucoup de peuples dans ce monde qu'on tabasse autant que le peuple togolais depuis pratiquement 60 ans. Et c'était déjà le cas sous la colonie. Et c'était déjà le cas sous la traite négrière. Le peuple togolais est l'un des plus tabassés de la terre. C'est l'un des peuples les plus brutalisés de la terre. Les brutalités que subissent les Togolais dépassent la parole parlée. Ce sont des brutalités qui chatouillent même jusqu'au pied de Dieu. À la moindre contestation populaire,
Le système mis en place par Gnassingbé et Yadema se jette sur mon peuple africain. On bat dans tous les quartiers. On bat dans toutes les rues. On exécute à bout portant. On emmène dans des prisons pour torturer pendant de longs jours. Et c'est le cas de notre frère, Jean-Paul Omolou, actuellement entre les mains de ces barbares. Et c'est ce qui se passe au Togo par la volonté de l'élite corrompue de ce pays et de l'élite corrompue de la 5e République française. Mon peuple, le peuple du Togo, est brutalisé sur le plan psychologique. Le Togo est un pays dans lequel les citoyens vivent et non, ils naissent. Ils grandissent et ils meurent sous la menace. Je recommence. Écrivez ça. Le peuple togolais est composé d'individus nés sous la menace, qui ont grandi sous la menace et qui sont morts sous la menace. C'est-à-dire que tu nais dans la peur. Tu vas à l'école primaire dans la peur. Tu vas au collège dans la peur. Tu vas à l'université dans la peur. Tu commences à travailler quand tu en as eu la chance, dans la peur. On te tue alors même que tu as peur. On te pleure en ayant peur. Même ceux qui te pleurent ont peur de te pleurer. Et après ta mort, quand on parle de toi, on regarde à gauche et à droite pour savoir si tous ceux qui sont là sont compatibles avec ta douleur. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays encerclé par une brutalité physique, psychologique et spirituelle. Sur le plan spirituel, le peuple du Togo est livré au désespoir. Pendant de longues années, on a tué, on a emprisonné, on a exilé, on a spolié des Togolais, sans que personne en Afrique, personne en Europe, personne en Amérique, personne en Asie ne daigne leur venir au secours. Donc c'est un peuple qui est alourdi, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, c'est un peuple qui a un poids. Un poids qui équivaudrait à la formule « Seigneur, Dieu créateur tout-puissant, nous aurais-tu oublié par hasard ?» Le peuple togolais a plusieurs fois été plongé dans une léthargie spirituelle où il se demandait s'il était une créature divine. Voilà l'état de ce peuple. À la fin, tout le monde se tait. Les intellectuels qui devraient l'ouvrir se taisent. Même les militaires qui devraient délier les civils, attendent que les civils viennent à leur secours. Ça, c'est le Togo. C'est pourquoi, quand Chris Yafi va jusqu'à dire Alassane Ouattara a menacé que quand il va prendre fort, il va voir ce qu'il va voir, il aurait insulté. Mais dis donc, Christ. Mais dis donc. Alors qui est Alassane Ouattara et qui est Faure Gnassingbé? Pourquoi Alassane Ouattara vient au pouvoir là? On a utilisé les bases du Togo pour faire transférer les pièces d'artillerie. Pourquoi lui vient au pouvoir? Quand Alassane Ouattara s'est assis au pouvoir là, lui-même il est venu avec son avion personnel. Il a dit à Faure de ramasser tous les opposants ivoiriens qui ont pris refuge au Togo. Mais c'est dans les soutes de l'avion d'Alassane Ouattara, on a mis tous ces gens-là et ramenés en Côte d'Ivoire. Peu de temps après, le thème Tipi Achadam lance une révolution. Mais il y a beaucoup de chefs d'État dans la sous-région. Entre le Togo et le Ghana, là, avec 30 minutes de vol d'oiseaux, tu es à Accra. C'est plus loin que Lomé et Abidjan. Entre le Togo, surtout Lomé et le Bénin, c'est 30 minutes. Le Kabia a sauté dans son avion, il est parti directement à Abidjan. À Abidjan, ils ont peaufiné le plan qui va engloutir toute l'opposition. Vous vous rappelez que l'opposition allait prendre de l'argent. Au lieu de négocier pour le peuple, ils sont allés ouvrir grandement leur bouche, prendre l'argent.
tuant du coup la révolution togolaise. Est-ce que Chris Yapi connaît ces détails-là? Mais quand on ne connaît pas, on ne parle pas. D'autant plus que parfois quand il parle du Togo, je me dis, mais c'est de mon Togo, de notre Togo, lui il parle comme ça. Mais sauf que si vous ne racontez pas votre histoire, c'est quelqu'un qui le racontera. Et comme lui l'entend et le veut, c'est pour ça que Chris Yapi nous a dit que vraiment deux dictateurs se querellent. L'autre veut même assommer le second. C'était du fake, c'était du faux. Les dictateurs ne peuvent pas se quereller. Ils sont plus intelligents que les démocrates. Parce qu'ils savent qu'ils ne tiennent qu'à un fil. Donc il faut faire la paix tout le temps. Il faut s'entendre tout le temps. Mobutu et Yadema s'entendaient à merveille. Je dis à merveille. Même Yadema et Blaise Compaoré s'entendaient à merveille. Yadema et tous les dictateurs de la sous-région étaient des amis. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un dictateur être ennemi à un autre. Ça n'a jamais existé. C'est pour cela j'invite les Togolais à s'approprier de leur histoire. Les intellectuels togolais, je les invite à parler. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas parce qu'il y a une tyrannie qu'on ne doit plus l'ouvrir. Il faut parler. La plupart sont vieux. Vous n'avez plus quelque chose à perdre. Faites-le pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Les Staline faisaient leur lutte pour la Russie d'aujourd'hui. Ils l'ont fait à bout de bras. Mais chez nous, les intellectuels, c'est comme, ben voilà, je vais perdre mon poste, moi je ne vais pas mourir, moi mes enfants sont en Europe, surtout les professeurs d'université là. Vous voyez comment ils se battent? Mon enfant doit aller étudier en France, mon enfant doit étudier, je ne sais pas. Quand l'enfant rentre là en Europe, là, il ferme les portes. Son devoir maintenant, bon, d'économiser un peu chaque année, il vient visiter son enfant en France et joue à l'intellectuel. C'est ça qu'on appelle intellectuel dans un pays. Un intellectuel doit mourir aussi pour ses idées. J'ai voulu ici revenir à ce qui me tient. Faure est arrivé à Abidjan. Il a dit en Mondovision, à la face du monde, devant les Africains et les citoyens du monde entier, que le problème du Niger est dû au fait que le pouvoir actuel a un otage dans ces prisons. Et l'otage en question est Mohamed Bazoum, un tollé général. Sauf que ce que Faure ne nous a pas dit, et que Dieu a fini par le dire aux Africains et aux citoyens du monde, est que lui, Faure Gnassingbé et Ouattara savaient qu'ils avaient des tonnes d'arsenal militaire en cachette, en plein Niamey. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités. À la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires entre le Niger et la France, les Nigériens dans leur ensemble ont battu le pavé pour exiger le départ des forces françaises basées au Niger. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI.
notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. Nous suivons grâce à nos contacts sur place la politique intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information sur la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. Malgré ces déclarations qui expriment l'opinion ambiante en France, Macron et son gouvernement ont choisi la voie du déni. Mais la découverte de tous ces matériels militaires faits dans cette maison située au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français jusqu'à leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient au souvenir chaotique de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement identifiées et marquées. À quelle fin s'agit-il des cibles des probables attaques? Quand on ajoute à cette planification minutieuse des lance-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des drones, des grenades, d'énormes quantités de munitions, des véhicules 4x4 dont certains sont sans plaque d'immatriculation mais sur lesquels ils ont prévu des fausses plaques et bien d'autres matériels, il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui ne fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération qui dit ceci: la paix, on peut l'éviter. Alors pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirer à tout bout de champ? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat sur du faux, il y a toujours un élément qui trahit le subconscient et le refoulé remonte à la surface pour révéler au grand jour le désir caché. Au stade actuel de nos rapports avec la France, il ne s'agit plus de désirs cachés, mais plutôt d'actions soigneusement planifiées pour semer le chaos à Niamey. Au regard de cette nouvelle tournure prise par nos rapports avec la puissance impérialiste, il revient au peuple nigérien de resserrer davantage ses liens avec le CNSP et d'être focus sur l'objectif ultime, la souveraineté totale du Niger. Il est donc impératif de rester dans la voie tracée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la conduite de son président, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour atteindre un tel objectif. Ford le savait, Alassane le savait. Il savait qu'un coup allait s'opérer là-bas. Donc son devoir à lui, c'est de venir baliser le terrain en préparant les esprits que, bon voilà, il y a un otage. Il faut absolument qu'on le libère. Si le coup là avait marché, c'est ce que Ford allait dire à ces mini-dominici là qui sont sur les plateaux de comment vous l'appelez, de New World TV, qu'en fait, le coup d'État là est dû à Bazoum qui est pris en otage. C'est ce que la petite presse, le monde de la presse togolaise là, allait écrire. C'est Allah seul, c'est Dieu seul qui a sauvé le Niger
Et comme si cela était l'émanation même du Créateur, on a pu saisir cette tonne d'armes que la France, quand je dis la France, je veux dire l'Occident, parce qu'ils sont tous complices, qu'ils soient des Allemands, des Français, des Italiens, des Américains. C'est les sillons, ou bien les patates du même sillon. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Eux, ils s'entraident dans le mal. Question, pourquoi nous les nègres, on doit les entraîner aussi ou les aider à s'autodétruire nous-mêmes? Fort devrait avoir honte. Fort Gnassingbé devrait avoir honte. Honte. Honte à lui. Il devrait avoir honte du mal qu'il fait aux Africains. Et aux Togolais en particulier. C'est le pourquoi il nous disait déjà. Il nous disait déjà qu'il y a quelqu'un qui est pris en otage. Il balisait le terrain. Parce qu'entre eux là, ce qu'ils vont faire, eux savent. Il appartient maintenant au peuple du Niger et surtout à Tchiani d'être comme les Burkinabés. Ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on ne va plus dormir. On ne doit plus dormir. Il y a la mort, mais on est obligé de dormir chaque jour. Hier là, Nana Ado là, est arrivé au Burkina. Aucun officiel sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou n'a accepté de serrer la main à Nana Akufo Ado. Aucun officiel. Pour lui dire que toi là, nous, Burkinabés, nous connaissons ce que tu penses de nous, ce que tu veux faire de nous. Les amitiés aussi, c'est ça. Il faut apprendre à faire connaître aux autres que tu n'es pas d'accord. Il ne faut plus jouer à l'hypocrisie. Même en privé, quand ça ne va plus là, tu décroches le téléphone, tu dis, toi là, je vais être franc avec toi. Tu n'as pas une valeur ajoutée pour moi. Il faut rester dans ton coin. Moi, je le dis chaque jour que Dieu fait, à certains. Quand j'en peux plus, je prends le téléphone, je dis, tu n'appelles plus chez moi. Moi, je n'appellerai plus chez toi. Il faut que les Nigériens apprennent ça. Non, on a le port en eau profonde au Togo. Nous n'avons pas le port au Niger. C'est vrai, vous n'avez pas un port. Mais vous n'êtes pas le seul pays au monde à n'avoir pas de port. Beaucoup de pays n'ont pas de port. On n'est pas le seul pays ou les seuls pays à être enclavés. Mais quand vous venez prendre vos marchandises là, à Lomé, là, c'est cadeau le pouvoir de Faure Gnassingbé vous fait. C'est pas cadeau. Hein? Il faut être inventif. C'est pas cadeau. Sans vous aussi, nous, on ne peut pas respirer. On n'aura pas les moyens de notre politique. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde mondialisé. Chacun tient l'autre à bout de bras. Il ne faut pas que quelqu'un dise que lui là, un port en eau profonde. Lequel port en eau profonde ne profite qu'à une petite minorité au Togo. Depuis que le port là est là-bas, tout le monde vient. Mange. Les enfants mangent. Madame mange. Le pouvoir mange. Sauf le peuple togolais. J'ai voulu ici rappeler à chaque Togolais que le lapsus là, que je disais c'était un soi-disant lapsus, était vraiment un faux lapsus. Il savait ce qu'il faisait. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.